Bonjour à tous, chers auditeurs du Calisthenics Science Podcast. Nous revoilà enfin pour un épisode duo, aussi 49e épisode du Calisthenics Science Podcast. Je suis accompagné aujourd'hui d'un hôte très spécial, Alexandre Antropowski, 012 Workout. Bonjour Alexandre. Bien le bonjour. En effet, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Morgane sur ce magnifique podcast, le En tant Calisthenics Science qu'invité Podcast. très spécial. Et il faut en profiter parce que maintenant qu'on n'est plus tous les jours, tous les épisodes en tout cas, ensemble, il faut vraiment savourer ces bons moments d'écoute et de culture, d'information, Bien sûr. d'apprentissage. Alors aujourd'hui, gros podcast, on a beaucoup de questions, on ne pourra peut-être pas toutes les traiter dans cet épisode, d'autant plus qu'il y a une routine d'entraînement qu'on va également traiter. On avait arrêté fut un temps parce qu'on avait commencé à faire un petit peu le tour. Là, chers auditeurs, il va falloir être très attentif parce que la séance est un peu compliquée. Séance, là, ouais, là, enfin, séance. Le programme est un peu compliqué, donc il va falloir donner toutes vos capacités d'attention, c'est-à-dire pas grand-chose pour tenir sans que le cerveau se mette à brûler au bout de 3 minutes. Donc, on va commencer par cette fameuse routine d'entraînement qui nous a été envoyée par qui? Par qui, Alexandre? Qui nous a contactés? Donc, c'est Félix, un cher auditeur du podcast, qui nous a envoyé cette routine par mail. Et donc, il a bien détaillé ça, il nous a bien détaillé la routine, son parcours, etc. Et bon, voilà, ça nous a motivés à vous repartager une routine lors des podcasts. On adore ce format. Maintenant, voilà, c'est de montrer toujours la question pour une seule personne. Mais ça permet aussi de voir un peu toute la complexité et le contexte qu'on peut mettre autour de quelqu'un, quoi. Et puis on avait quand même des routines, on va dire, fort variées. Et donc là, c'est assez complet, on va dire. Donc il y a pas mal de choses à apporter sur base d'une routine. Donc on va essayer de la commenter et on va voir en fonction du timing si on arrive à répondre à certaines questions après et voir pour un deuxième épisode éventuellement. Donc, je vais présenter Félix et la routine. Pour vous faciliter aussi le support, cette fois, on a changé. J'ai mis la routine sur un petit document Excel. Comme ça sera peut-être plus visible. Et donc, je vais essayer de partager mon écran pour cela. Hop, donc, partager. Donc, si je viens. On essaiera dans tous les cas de vous mettre, je pense que c'est faisable dans la routine, dans la description. Comme ça, si Ouais. vous avez le temps, si vous êtes sur un support vidéo, vous pourrez en plus de l'écoute regarder à l'écrit, je veux dire, la routine en question. Donc, est-ce qu'on voit la routine? Ouais, tout à fait. Ok, parfait. Je vais essayer de mettre en plus petit, puis je zoomerai un peu plus en plus grand. Donc pour introduire Félix, hein, donc, il a 28 ans, 84 kg, 1m84. Donc un gros passé de sportif de combat, une bonne dizaine d'années, 4 ans de judo et 9 ans de boxe. Enfin, il y avait plusieurs disciplines. Voilà, pour résumer, j'ai plus la feuille sous les yeux exactement. Ensuite, il a, il a commencé CrossFit il y a 6 mois et il se lance dans l'handstand et dans le renforcement. Ses premiers objectifs sont de progresser en souplesse, mobilité. À mon avis, c'est sur plusieurs plans. Donc, je pense qu'il veut vraiment le grand écart, mobilité thoracique et à peu près tout, on va dire, en termes de mobilité. Ensuite, il y a le handstand en 2, vraiment principalement en 2. Et en 3, il y avait progresser sur les basiques au poids du corps. En 4, il y avait autre chose. Et puis, il y avait maintenir son niveau d'endurance en sachant qu'il a un petit peu peur d'en faire de trop et des interférences qu'il y a entre le cardio et l'entraînement d'hypertrophie et de force. Et, donc, il se déplace beaucoup à vélo. Donc, il fait 100 km par semaine en vélo et une séance de boxe de temps en temps. Je vais essayer quand même de retrouver. Donc, la priorité numéro 4, hein, c'était gainage solide et avoir un bon corps, donc une bonne core strength, bien challenging. Donc, à mon avis, bon, elle cite ce que j'avais vu dans ses mouvements. Ah oui, son niveau actuel. Au niveau de son niveau actuel, donc il a un headstand, il a un record à 20 secondes avec une forme pas folle.
en 6 mois, donc c'est pas mal quand même. Des tractions 13 strictes, pompe 35, pike push-ups 6 avec les pieds sur une box. Est-ce que c'est full ROM ou pas? Ça, il faut voir. Et dips 15 en full ROM avec les épaules qui arrivent à la barre. Donc, il descend plus que l'adepte de compétition et il tient 10 secondes de L-sit sur barre. Ah oui, c'est aussi un stapsien, donc il a quand même pas mal d'expérience aussi en prépa physique et il est préparateur physique. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bases scientifiques et pratiques, je dirais, dans l'entraînement. Et donc, bah, voici la routine à l'écran. Je te laisse la commenter, la présenter. On ne t'entend pas là, Morgane. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais Allez. brièvement coupé mon micro. Alors oui, c'est un programme d'entraînement sur 5 jours. Donc, à chaque fois, c'est plus ou moins du full body, même si les séances sont légèrement orientées. Tout d'abord, il fait du handstand 3 fois par semaine sur ses séances 1, 3 et 5. Et il nous a noté que le week-end, c'était stretching, boxe, de façon optionnelle. Donc, il restait actif, mais qu'il avait vraiment 5 séances, je dirais, obligatoires, programmées, structurées. C'est plutôt 3 uppers et 2 lowers. Hein. Ah oui, bah, j'ai dit ça parce que vu qu'elle a Ouais, la ça. souplesse en permanence et qu'il fallait qu'à mesure qu'on devient de plus en plus fort en souplesse, ça finit quand même par prendre des capacités de récupération. Alors, on va décrire chaque séance une par une. Yes. Le jour 1, alors en réalité, il peut y avoir 2 séances. Il nous indique que parfois il fait du quotidien, de ce que j'ai compris. Alors, première séance. Ouais, c'est seulement le premier jour et c'est un WOD de CrossFit qui conserve en fait dans Ok, sa box. Et dans le WOD, il y a une partie, il est divisé en 3 parties voilà, dans la séance 1. ok, d'abord 10 minutes de corps. Ensuite, deuxièmement, il travaille ses skills. Alors, il fait du bar muscle up et du handstand walk pour 25-30 minutes. Et ensuite, il nous fait tous ses basics. Pike push-up, pull-up, pompe, dips, etc. Après, du coup, si j'ai bien compris, il passe à sa séance 2. Il a une routine de mobilité. Il a une routine de handstand. Il nous a marqué Oleksiy Kononov. Je ne connais pas son contenu. Mais apparemment, voilà, il propose des routines. C'est un circassien, c'est ça. Ouais. Ensuite, du handstand, il nous a marqué qu'il faisait 20 séries. Et les routines de Alexei, elles durent 30 minutes. Donc il y a de la mobilité et du handstand. Donc, D'accord. pour vous donner une idée un peu du volume. Ensuite, il nous indique qu'il fait 20 séries de handstand, 4 départs, donc certainement qu'il lance 4 handstand en freestanding à la fin. Non, c'est 4 départs différents. Donc il fait un départ en fente, je crois qu'il y a un départ en tuck, jambe pliée, puis un autre départ. Et voilà, c'était 4 entrées différentes. Ok. Ah, ça, c'est déjà plutôt une bonne chose de travailler différentes entrées en handstand. Low lunge, quadripède, 5, modifié de T de pike et debout. Voilà. Ok. Alors évidemment, travailler des entrées qui sont de votre niveau, hein. Mais ça peut quand même être une bonne chose de commencer à en travailler plusieurs assez tôt. Ensuite, force ou hypertrophie. Manquant S1. Ah oui, c'est si jamais lors de sa première séance de la journée, il n'a pas pu faire ses basics, il les fait le soir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Avec un 3x5, pike push-up, traction lestée. Ouais. Et après, il nous fait du grand écart. Et le dernier exo, c'est quoi ça? Du renfort, ouais, c'est la mobilité thoracique, poignet et cheville. Ok. Donc, grosso modo, sur cette première journée, il nous fait ses basics haut du corps, handstand en masse et pas mal de souplesse également. Deuxième journée. Ah oui, là, pardon, on est totalement bas du corps. Box pistol squat, du 3x15, 3x15, 3x5. Single leg ham curl 3x5. Cossack squat, poids de corps 3x16. Pigeon raise. Tu nous redécris ce que c'est, mon cher Je crois, Alexandre. je crois que c'est quand tu es assis Tout en à l'heure. pigeon pose, donc c'est un peu en yoga. Je crois que tu as quand même le tronc qui est surélevé et en gros tu viens, on va dire, faire une extension de hanche en relevant le bassin vers le haut. Et voilà, je crois que ça travaille quand même un peu c'est un stretch renfort, adducteur, pelvitro-cantarien. Et voilà. Et petite parenthèse pour les notifications, on peut voir le A1, A2, donc c'est souvent en super série. Et là, par exemple, il y a 15 secondes de repos
repos et 2 minutes après. Et ensuite, là, c'est 15 secondes. Et ensuite, il n'y a plus de repos là, pour la fin. On peut avoir le détail. D'accord. Tibia raisis, qu'est-ce que c'est tibia raisis? Donc, je crois que quand tu es dos au mur et tu dois relever l'avant du pied, je pense que C'est c'est bien ça que j'avais en renforce tête aussi. du tibia antérieur, du tibia antérieur. Ensuite, on a des extensions mollets en 2x25, hein, comme les tibia raisis, hein, en série combinée les deux. À nouveau, un circuit corps avec du hollow body, des V-up et autres. Et après, il travaille sur le grand écart facial pendant 40 minutes. Donc, une séance bas du corps. Il y a plusieurs trucs. Hein. Je pense qu'il y a en fait, c'est une routine de 10 minutes de grand écart. J'ai été regarder. Ça a l'air assez carré. Hein. Donc, il y a des gros Cossack squats, des pissing dogs et du maintien en grand écart. Et puis, il y a donc ça, c'est pour le facial. Puis, tu as le frontal. Et ensuite, il y a aussi de la thoracique. Et donc, tout ça, je crois que ça lui prend 40 minutes. Ok, splendide. Donc, une première séance, leg squat corps, de la souplesse en fin de séance. Mais bon, une séance jambes qui ne me semble pas si intense que ça. Après, on ne connaît pas exactement son historique d'entraînement des jambes. Donc, c'est peut-être Et, déjà challengeant pour lui. et Mais puis, il on n'a pas garde ça. spécialement d'objectif dans les jambes aussi. Voilà, la force de son bas du corps, l'hypertrophie de son bas du corps n'est pas une de ses priorités. Troisième séance, on a un niveau du handstand et plutôt du upper. Handstand, la même routine. Handstand, toujours 20 séries et 4 départs différents. Ensuite, pull-up, 3x10. Overhead press avec des kettlebells en série combinée avec ses tractions. Ensuite, on a du curl, super CT avec un autre curl, super CT avec des skull crushers. Ensuite, il retravaille son corps avec des leg raises et des back extensions, j'imagine. Et à nouveau, une nous a juste marqué stretching 40 minutes. Donc, une séance un peu proche C'est la même que l'autre, en de fait. la Ouais, première. c'est toujours un peu les mêmes choses. Même les jours de repos, parfois, il les refait aussi. Donc, je crois qu'il limite, il fait la stretching 5 ou 6 jours semaine, je pense. Ok. Donc, une séance, voilà. Pas mal de volume de handstand également avec 20 séries. Donc, les 20 séries, est-ce qu'on sait s'il les fait au mur ou s'il les fait en libre? Bonne question. Je pense qu'il fait des kick-ups. Hein. Je pense il fait, je rajoute à la fin de la séance, 20 handstands, 5 départs. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Ok. Ensuite, jour 4, on est à nouveau sur du bas du corps. Bulgarian split squat, 3x5. J'imagine que c'est avec du poids ajouté ou des bandes élastiques ajoutées. Parce que 3x5, ce serait vraiment simple pour poids de corps, bien sûr. Single leg ham curl à nouveau, 3x5. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être avec des anneaux. Ici, single Ouais. leg hamstring. Je crois que c'est sur un Swiss ball, ou alors c'était un peu plus précisé. Hein, attends, il y avait quand même tous les noms. Je vais pas retaper exactement. Du coup, c'était avec des sliders. À mon avis, ils glissent sur des sliders au sol. Je crois que c'était. Parfois, tu mets un petit truc dans les salles fitness qui glisse, quoi. En gros. Ok. Ensuite, high step up, il nous avait du 3x10. Light RDL, 3x10 en série combinée avec ses step up. On retrouve les tibia raisis, on retrouve les extensions mollets, toujours en 2x25, 2x25. À nouveau, stretching, grand écart facial, mais qui inclut d'autres mouvements pour 40 minutes. Donc la même routine que ce qu'il avait sur sa deuxième séance, hein. Donc sur sa première, qui était sa première séance bas du corps. Et jour 5, on a quoi? On a handstand, même routine, 20 séries également, donc exactement la même routine que sur les jours 1 et 3. Pseudo planche push-up, super CT avec Australian pull-up, les deux en 3x6. Push-up full ROM, donc certainement avec une amplitude supplémentaire que juste les pectoraux qui touchent le sol, qu'il a mis en série combinée avec des dips et qu'il a gardé en série combinée avec en plus un troisième exo qui est du bent over row et qui met ça aussi en série combinée avec un quatrième exo qui est du standing banded row. Et Bon, après, c'est un circuit. stretching C'est des 40. circuits. Ok. Alors voilà pour ces 5 séances. On récapitule. Séance 1, 3 et 5, c'est handstand haut du corps. Séance 2 et 4, c'est bas du corps, mobilité. Objectif principalement pour lui de la mobilité du handstand. Il s'en branle un peu de son bas du corps. Et il va améliorer ses basics haut du corps.
Donc, le programme, a priori, ça se voit qu'il est un petit peu réfléchi. Ça se voit que c'est un auditeur des podcasts. Ah oui, et petite parenthèse, je peux aussi parler de la progression. Donc, voilà, il m'a mis une petite fiche progression. Donc, je te coupe hein, après. Ouais. Donc, au niveau de la progression, elle se fait par semaine. Il va créer donc là, il a fait son mésocycle pour 6 à 8 semaines. Il va augmenter son nombre de répétitions sur ses exercices. Son objectif serait de faire 4 séries avec suffisamment de reps sur les premiers supersets de chaque séance. Et le deuxième, il va peut-être pas trop le traquer, il va augmenter éventuellement la charge, mais pas le nombre de séries spécialement. Ensuite, il va créer un cycle avec plus d'exercices de force, plus de lest, plus de reps, peu de reps et une grande récupération. Et il va augmenter la charge plus que les poids dans les prochains cycles. Donc ici, c'est plus un cycle où il va essayer de faire plus de reps et après, il va essayer de faire des cycles avec plus de force, on va dire. Et au fur et à mesure que ses basiques et sa force va augmenter, il compte incorporer certains skills en début de séance. Donc il aimerait bien, en fait, ouais, finalement, ses objectifs sont quand même le bar muscle up, handstand push-ups, L-sit, front et back lever. Donc c'est assez commun. Souvent, on voit des routines de personnes et au fond, ils disent qu'ils veulent des basiques ou quoi, ils se renforcer, mais finalement, on sait très bien qu'on veut réaliser les trucs sexy, donc des muscle up, des handstand push-ups, des front, des back, des L-sit, même des planches. Même si on ne sent pas spécialement capable au début ou qu'on veut fixer quelques petits objectifs intermédiaires. Donc voilà. Et ouais, donc strict form, etc. Et voilà, il sait qu'il va faire des deloads, mais il n'a pas encore dit le type. Donc voilà, c'est pour compléter un peu plus la progression. C'est un peu ce qui viendrait dans les semaines d'ici éventuellement. Ok, d'accord. Donc, ce que je dirais tout d'abord, j'aurais aimé voir le contenu plus précisément de la routine de handstand qu'il fait lorsqu'il nous marque Oleksiy Kononov, routine de handstand. Ouais, j'ai regardé, j'ai pas trouvé quoi. J'ai voyé beaucoup de shorts avec certains. Il dit qu'il y a un drill éducatif, donc j'imagine qu'il y a peut-être une progression style tuck ventre au mur ou wall shrug dedans, je sais pas. Et qu'il y a de la mobilité en même temps, quoi. Donc, Ok, à mon avis, un drill spécifique et plus la mobilité et tout, ça dure 30 minutes, j'imagine. d'accord. Parce que au vu du niveau actuel de la, comment il s'appelle, Félix, c'est ça, Ouais. qui nous contacte, ce dont il va beaucoup bénéficier, ça va être de faire beaucoup de murs. Enfin, comme tout le monde, hein, même quand tu es très fort en handstand, tu bénéficies de faire beaucoup de murs pour devenir juste brutalement endurant dans les trapèzes, les muscles fléchisseurs des doigts, même un tout petit peu les triceps et autres. Même si c'est ennuyeux, c'est ce qui nous fait progresser le plus rapidement et de façon la plus linéaire. Donc j'espère que dans cette routine-là, il y a beaucoup de murs, qui est bien traqué, qui est bien surchargé de séance en séance, en rajoutant des petites secondes par-ci par-là. Et j'espère aussi qu'il y a bel et bien la mobilité d'épaule et thoracique, euh, parce que c'est quelque chose qui, lorsque ça va être amélioré, ça va faciliter son handstand, ça va améliorer son handstand, son endurance notamment, parce qu'avec un meilleur alignement, il aura un handstand plus efficient, plus économique en énergie. Donc on n'a pas le contenu exact de ces séances-là, mais c'est ce qu'il faudrait viser, donc une combinaison de beaucoup de murs et de la souplesse notamment de flexion d'épaule. Ça, c'est la première chose que je dirais pour le handstand. Ensuite, quelque chose là que j'ai noté sur sa dernière séance. Pour rappel, il y a une série combinée avec 4 exos, Australian pull-up, non, c'est voilà, push-up full ROM, série combinée dips, série combinée bent over row, série combinée standing banded row. Donc il met 2 exos de poussée collés, 2 exos de tirage collés. C'est sûrement sous-optimal niveau hypertrophie et encore plus niveau gain de force, parce que la fatigue d'un exo de poussée va empiéter sur l'autre. Ce qu'il aurait plutôt fallu faire, c'est un sandwich, mouvement de poussée, mouvement de tirage, mouvement de poussée, mouvement de tirage. Comme ça, il pourrait claquer beaucoup de volume en peu de temps et mieux récupérer et mieux performer, donc accumuler plus de répétitions, ou alors le même nombre de répétitions, mais une intensité plus haute que là, dans son cas de figure où il enchaîne 2 poussées et 2 tirages. Je trouve que, alors même si c'est pas très clair, c'est des objectifs bas du corps, hein, il cherche plutôt de la souplesse. Je pense qu'il pourrait simplifier ses séances bas du corps
en gardant que pistol, en gardant Bulgarian Split Squat, en gardant Step Up. Et après, pour la chaîne postérieure, trouver quelque chose de plus challengeant et de plus objectivable que le single leg ham curl, parce que si c'est avec de la friction sur un sol qui glisse un peu, genre un carrelage, ou même si c'est aux anneaux, ou aucun Swiss ball ou autre, rapidement, ça sera trop simple, ce sera plus très stimulant pour ses ischios. Donc je lui recommanderais vraiment de trouver un setup pour faire du Nordic curl notamment, qui a une progression quasiment infinie. Donc voilà pour l'essence du corps, simplifié sur des mouvements plus surchargeables. Ça, c'est la remarque que je lui ferai. Sinon, c'est assez cohérent, c'est basique. Hein. Le 3x5 en pec push-up, le 3x5 en traction lestée sur la séance 1. Ah oui, pareil, un peu même raisonnement que sur sa dernière séance. Sur sa séance 3, il a pareil, série combinée avec kettlebell front rack strict press, donc overhead press au kettlebell, grosso modo. Super CT avec un curl, super CT avec un deuxième curl. C'est certainement un petit peu contre-productif de super CT, donc de mettre en série combinée deux curls qui se suivent. Niveau hypertrophie, bon, ce sera pas si handicapant que ça, mais ce sera juste une dépense énergétique et mentale supplémentaire au fait de faire les deux, enfin, au fait de faire les deux séparément ou de garder qu'une seule variante. Mais niveau force, ce sera certainement inférieur parce que ça va réduire la qualité totale du travail qu'il va réaliser. Et est-ce que j'avais autre chose en tête? Et ouais, je pense qu'il bénéficiera aussi de faire encore plus de fréquences en handstand. Après, bon, sur les jours 6 ou 7, il nous a mis que c'était variable, qu'il restait actif. Il nous a marqué stretching, box, optionnel. Peut-être qu'il refait un peu de handstand là-dessus. Mais si le handstand est vraiment son objectif principal, il bénéficierait d'en faire 4, 5, 6 fois semaine. C'est bien d'avoir un jour totalement off pour un peu le break psychologique. Et je pense qu'il bénéficierait de plus de fréquences. Je récapitule. J'espère que dans ces séances handstand, il y a bien beaucoup de murs et la souplesse de flexion d'épaule. Ces séances jambes, je pense qu'il devrait les simplifier un petit peu. Voilà, pour avoir des séances encore plus légères en termes de durée et donner encore plus de temps à sa mobilité et encore plus d'énergie mentale à sa mobilité, qu'il ne soit pas taxé par un grand nombre d'exos qui l'intéressent peut-être même pas tant que ça. Et dernièrement, les séries combinées, c'est avec des mouvements antagonistes, hein, idéalement, pour profiter du gain de temps sans que ça empiète sur la qualité du travail réalisé. Voilà tout. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Mister Zero to Workout? Yes, yes. Donc, première chose, avant de parler de la routine, etc., moi, je me concentrerai peut-être davantage sur les objectifs. Voilà, vraiment bien se définir. Et c'est souvent le problème hein, quand on commence un peu la calisthénie, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis prêt est-ce que je veux vraiment faire les skills ou pas, ou est-ce que je me contente juste d'un handstand, d'autres mouvements, parce que voilà, si dans les prochains mésocycles, tu comptes incorporer du front, du back lever, ou des HSPU, etc., ça peut être intéressant dès le début de les attaquer, même si tu penses ne pas être assez fort, alors que finalement tu l'es quand même parce que tu as déjà quand même 13 tractions, tu as déjà certaines progressions. Et donc ça pourrait être intéressant d'y aller. Maintenant, c'est vrai que si tu les enlèves et que tu te laisses beaucoup plus d'énergie pour le handstand, c'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, c'est une approche que j'ai gardée avec le temps, c'est que je me dis, je fais un peu moins d'handstand, mais je le fais quand même. Peut-être moins de volume, une bonne fréquence, comme Morgan l'a dit. Donc, j'essaierai, en général, j'aime bien travailler 4 fois semaine le handstand. Pas spécialement mettre beaucoup d'exercices. Donc, moi, j'ai vraiment changé mon approche là-dessus, même par rapport à nos premiers épisodes du Calisthenics Science podcast. Je pense que c'est bien de passer par une étape où on fait énormément de mobilité, de drills différents et des grosses séances de handstand parfois d'allant jusqu'à 1 heure. Mais je pense qu'on peut l'éviter et juste savoir ce qui va fonctionner. Par exemple, en handstand, pour quelqu'un, en plus, sachant que tu n'as que, on va dire, il y a moins de 6 mois de pratique de handstand, c'est vrai que juste avec des drills ventre au mur, tout simplement, avec des holds de 30 secondes, 60 secondes, ça peut déjà t'améliorer ton handstand. Et à partir de là, c'est traquer ce qui va t'aider pour ton handstand. Ok, tu commences juste en mettant peut-être 4 séances de 30 secondes de handstand ventre au mur, c'est tout. Et peut-être un peu de mobilité aussi en même temps.
Et aussi savoir comment traquer ta mobilité, parce que là, tu en fais énormément. Qu'est-ce qui va fonctionner pour l'amélioration de ta mobilité? Ça va être compliqué à dire. Et donc, voilà, ça va être important. Et donc, admettons, tu incorpores une progression du handstand ventre au mur. Ok, tu progresses un petit peu. Là, bah, peut-être que tu vas incorporer du scissor shift. Ok, tu vas pour commencer à déjà trouver un peu, tâter un peu l'équilibre. Ça peut ta deuxième progression. Après, qu'est-ce que tu peux mettre? Peut-être du wall shrug ou des handstands bascule du bassin en fonction des points à travailler. Si tu dois travailler plus sur ta mobilité d'épaule, sur ta mobilité du bassin, peut-être du tuck ventre au mur. Voilà, c'est peut-être des drills que tu as dans tes routines d'Alexei, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir les traquer, de les mesurer, d'augmenter le nombre de séries dessus, de voir un peu le volume que tu as besoin. Parfois, il suffit juste de, voilà, tu fais 3 fois 3 séries de ventre au mur, 4 fois semaine, tu as déjà 12 séries par semaine. Ça te donne déjà une idée. Est-ce qu'avec 12 séries seulement par semaine, j'arrive à progresser? Sinon, ben, ok, on augmente, quoi. Et petit à petit, on aura peut-être 20, voire 30. Et voilà, c'est une bonne idée aussi. Après, le handstand, c'est aussi un mouvement qui dépend fortement de beaucoup de choses, du jour, etc. On n'est pas obligé de le traquer à la lettre. Mais si tu as des objectifs de force, c'est peut-être bien de garder une approche, on va dire, minimaliste. Voilà, si tu sais vraiment que tes objectifs profonds, c'est pas vraiment le handstand, c'est peut-être juste la handstand push-up, c'est peut-être bien d'avoir une approche minimaliste, de faire le minimum pour améliorer ton handstand et de devenir fort à côté. Et mobile peut-être aussi, donc ça se combine assez bien. Voilà, c'est pour ça il faut vraiment l'analyser et savoir vraiment c'est ce que tu veux. Maintenant, si tu veux vraiment un handstand parfait, un handstand de circassien, là, ouais, là, il va falloir mettre beaucoup de drills et même peut-être les traquer aussi, hein, traquer certaines choses quand même. Donc savoir, OK, c'est quoi le drill que je fais dans la séance d'Alexis là? OK, c'est du tuck, je le fais 4 séries de 10 secondes, un bon effort, etc. Et dans mes kick-up, là, combien j'en réussis en libre dans les low lunge ou quoi. Même chose, voilà, si tu les fais en libre, il faut voir si dans tes 27, si tu en rates 18, c'est pas génial, quoi. Donc, c'est traquer aussi un peu les réussites, ça c'est aussi important. Donc c'est pour ça que j'aime bien avec le temps garder une approche un peu minimaliste. Et puis à un moment, tu auras de la place à ces erreurs. Et voilà. Et en parallèle de ça, bah, tu traques vraiment ce que tu vas mesurer ici. Donc voilà, ça c'est peut-être pour l'handstand. Ensuite, pour la partie force, moi la force, j'essaierai de la placer plus. Enfin, ça dépend, mais en général, là, tu as un jour, on va dire, intense, une séance lourde, et ici au milieu, c'est une séance plus, je dirais, volume, et, euh, et la troisième, c'est plus, ouais, encore plus haut volume avec un circuit, et là, tu as quand même une partie force sur d'autres exercices. Peut-être que vu que tu as ton WOD justement à cet endroit-ci, moi, je me laisserais un peu plus, je considérais plus ce jour-là comme du volume. Tu as une partie technique là, puis tu auras quand même un petit travail de force basique avec ça. Mais vu que c'est dans les watts, ça sera plus du volume. Donc, moi, j'irais plus dans une DUP ondulatoire avec un jour plus volume là, et là, peut-être un jour plus technique, et ce jour-là plus en force. Où là, je travaillerais peut-être plus en horizontal, j'aurais peut-être mis plutôt mes pseudo-planches push-up ou quoi australiennes là, les tractions là avec 3x10 au-dessus, et les tractions lestées à cet endroit-ci. Donc ouais, ici, c'est pas précisé, mais c'était tractions lestées si il ne les a pas fait dans le WOD. Mais après, si tu les as fait dans le WOD et qu'elles n'étaient pas lestées, voilà. Après, pour l'instant, tu veux augmenter ton nombre de reps, donc c'est aussi à mettre dans le cycle d'après. Après, parfois, quand on fait beaucoup de volume comme ça, bon, on se fatigue beaucoup, on réussit un peu la fatigue, on surcompense, et puis les reps augmentent, quoi. Donc, et ensuite, pour progresser en endurance comme ça, donc là, tu vas peut-être augmenter tes reps en traction lestée. Ça dépend de la charge, c'est une manière de faire. Maintenant, c'est compliqué d'augmenter des reps chaque semaine. Ça va à voir. Tu vas peut-être rajouter aussi une série, comme tu disais, hein, peut-être en faire 4, ça, c'est pas mal. Donc là, tu vas chaque fois pouvoir faire 4 x 5 à un moment, etc. Les back push-ups, voir vraiment comment tu les fais. Et il y a beaucoup de fois, il y a toujours la technique à analyser. Ensuite, voilà. Même chose, je trouve que beaucoup de souplesse, ça va être dur à traquer aussi. Et parfois, une bonne routine de grand écart. Hein, moi, j'ai vu les exercices qu'elle fait, ça a l'air quand même assez intense. Pour moi, avec une voire deux séances semaine de grand écart à cette intensité-là, tu peux clairement progresser.
Et là, tu en fais quasiment tous les jours. Après, peut-être que tu alternes un peu. En mobilité thoracique aussi, moi, je resterais peut-être avec 2 séances. Parfois, tu peux rajouter quelques petits drills, on va dire, très moins intenses plus souvent, mais ça va voir. Là, donc, au niveau de l'intensité pour les jambes, c'est vrai que c'est assez faible, on va dire. En plus, là, tu répètes 2 fois la même chose. Après, c'est un petit travail, on va dire, ouais, ça va être dur de progresser dessus de nouveau quand tu vas sur du 2 fois 25. Faut y aller. Et, comme objectif la progression sur ce genre d'exercice, ça c'est compliqué. Tu vas quand même pouvoir bien progresser sur ton box pistol squat enfin sur les pistoles par exemple. Je crois que tu avais des Bulgarian speed squat lourds. Ouais, là peut-être aussi tu vas pouvoir appliquer une petite surcharge là-dessus. Le RDL léger, voilà, c'est peut-être que c'est là que tu as un petit chiffre, un truc chiffrable. Mais voilà, si c'est léger, à voir. Donc ouais, maintenant si tu n'as pas vraiment d'objectif, c'est plus la santé, de la mobilité, ou pour te rendre plus performant dans d'autres sports, ok. Mais de nouveau, à voir. Ensuite, effectivement, ouais, dans des super séries comme ça avec des groupes agonistes, je suis pas méga fan, c'est vraiment une technique plus spéciale et c'est pas toujours pertinent. La 3x10, 3x10. Donc voilà, en termes de volume pour la force, je pense que t'es pas mal. Enfin, on va dire en volume de tirage, de poussée, c'est pas exagéré, c'est quand même carré. Euh, donc, euh, donc là, tu peux partir avec ce genre de volume. Tu vas voir un peu comment tu vas évoluer dans le temps. Sur les pull-ups, ouais, 3x10, 3x10. Mais voilà, 3x10 pour même l'endurance. Euh, Ça veut dire que sur ta première série, tu avais beaucoup de réserves, quoi. Ça veut dire que tu avais au moins 14 ou 13 reps en réserve. Et sachant que ton max c'est 13, je suis même pas sûr que tu arriveras à en faire 10 sur la dernière. Donc ça pourrait être bien de faire 3 fois RIR 5 pour commencer, surtout en semaine 1. Et donc tu vas peut-être faire 8, 7 et 7 par exemple. Et ensuite tu vas peut-être augmenter à partir de là, comme ça tu gardes encore plus de marge. Front rack strict press, voilà, ça va être dur aussi de fin. Je sais pas, ouais, tu as peut-être une progression. Donc là au moins tu as un bon volume pour la poussée verticale avec les pike push-ups. Il faudra être sûr de bien traquer ça. Après, c'est pertinent pour développer ton delto et progressivement se diriger vers la HSPU. Et donc, ouais, comme je disais plus tôt, si tu incorpores du front et tout, bah, voilà, il faudra le placer dans les bons jours. Et ensuite, ici, je suis pas méga fan des pseudo-planches push-ups, déjà pour progresser. De nouveau, c'est pas un exercice facile à traquer, mesurer. C'est pas le plus pertinent. Voilà, si tu veux apprendre la planche un jour, mieux vaut faire des planches. Si tu veux du delto, il y a d'autres exercices plus mesurables aussi. Et donc voilà. Et en plus, commencer par celui-là, ça pourrait être intéressant. Mais tu as déjà 2 fois du vertical. Ouais, tu t'es peut-être dit, tu voulais un horizontal pour cet angle-là. Il n'est pas spécialement nécessaire. On peut même le baquer si tu as. Et je progresserai plus sur ma push-up full ROM, voire du dips lesté. Ça va voir un peu en fonction de tes préférences, tes objectifs, voir un autre exercice avec quoi, du développé couché aux haltères ou quoi. Et là, tu as plus de l'horizontal ce jour-là, donc tu n'as plus de pull-up. Peut-être répartir ça dans des autres séances aussi et rester sur 2 séances haut par semaine, c'est aussi une faisabilité. Après 3 séances par semaine, c'est OK. Puis 3x12, 3x12, voilà, à voir si tu vas tenir les 12 reps sur les 3 séries, c'est que c'était un peu facile sur le premier circuit. Après, voilà, d'office que les reps vont peut-être se dégrader un petit peu et que les 2 exercices de poussée qui suivent vont s'impacter. Après, voilà, c'est cool de faire ce genre de routine, c'est fun, c'est chouette, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, dire, c'est pas ce qu'il y a de plus mesurable. Et donc, ouais, faire de l'horizontal ici, peut-être avant le reste, ça va impacter aussi le reste. Bah, voilà. Par contre, Australian pull-up 2 secondes haut, je suis vraiment fan. Ça, c'est vraiment une manière de bien complexifier les tractions australiennes, hein, faire une petite pause en haut. Ça rend l'exercice beaucoup plus challengeant et on peut se concentrer un peu plus sur cette portion haute qui est souvent plus faible en traction. Et donc, c'est une bonne manière on va dire, de travailler là-dessus. Et donc, voilà, peut-être ondulatoire, le volume a l'air bon, être bien spécifique dans les objectifs, peut-être un peu trop de souplesse, savoir ce que tu mesures. Voilà, je sais pas si tu as d'autres avis là-dessus, Morgane. Non, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ça. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit aussi. Donc voilà, à voir comment tu vas traquer ça. C'est à toi de trouver aussi le compromis entre qu'est-ce que tu as envie de traquer, comment tu vas progresser, et voilà, remettre vraiment tes priorités au clair
Et voilà. Mais dans tous les cas, je pense, je crois que je t'avais déjà répondu, comme quoi c'était, voilà, à première vue, tu vas faire ça, tu vas bien progresser, quoi. Si tu sais que tout le monde, ton de rep à cet endroit-là, tac, 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 bah, finalement, tu vas arriver, tu auras quand même eu un gros volume de handstand. Tu peux pas mal faire les choses, mais voilà, maintenant, nous, on est dans l'optimisation, dans ce qui. Après, tu peux pas mal faire les choses, mais parfois, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas dire, OK, qu'est-ce qui m'aide à progresser ou qu'est-ce qui m'empêche de progresser à ce moment-là? Tu risques d'avoir beaucoup de brouillard à un moment dans ce que tu fais. Donc, c'est pas mal d'éclairer parfois ce brouillard. Splendide. Yes. On passe à nos questions-réponses. Let's go pour les questions. Hop. Ok, quels sont vos objectifs du moment nutrition et entraînement? Réponds-nous, Alexandre, ensuite je répondrai. Ok, donc j'enchaîne direct. Hop, donc niveau nutrition, pas beaucoup d'objectifs, je dirais. Je suis en maintenance depuis quasiment 2 ans maintenant. Ça m'aide bien à progresser en skill, contrairement à parfois où je faisais des phases de bulking, cutting et d'office que ça impactait un peu mes skills. Parfois, peut-être que ça m'aidait un peu à progresser. Euh, Même si je commence à en avoir un peu marre de la maintenance et que je me dis peut-être qu'il va peut-être falloir. Enfin, j'ai vraiment dans l'idée d'un moment de refaire un petit bulking ou des cycles un peu plus volumineux. Euh, Après, voilà, quand on sait pas trop, je trouve mieux vaut se maintenir et au moins, je sais que j'ai ma variable de nouveau de maintenance qui est constante et qui m'aide à progresser depuis quand même pas mal de temps. Et voilà, quand on a des objectifs à la fois en skill, en streetlifting, je trouve que c'est une bonne chose. Ça ne nous empêche pas de progresser. Ça nous empêche, enfin, ça nous aide bien à progresser sur les deux. Donc voilà, nutrition, pas d'objectif. Et niveau entraînement, voilà, je sortais de fracture du radius il y a 2-3 mois de cela déjà, et bah, la réduction s'était bien faite. Et donc là, depuis 3 mois, je suis au retour au taquet sur mes anciens objectifs. Et donc, bah, je m'étais spécialisé en streetlifting fin de l'année passée. Et depuis là, bah, j'avais envie de retrouver mon niveau que j'avais en planche avant de me spécialiser en streetlifting. Et donc, actuellement, j'ai retrouvé mon niveau en planche, même plus, je dirais. Et donc, je vais continuer là-dedans. Donc, tabasser la planche, full planche avec élastique pour l'instant. Le front lever, j'ai retrouvé mon niveau d'avant aussi, donc c'est assez content. Je suis assez content avec les anneaux. Donc voilà, je vais essayer de continuer à progresser légèrement là-dedans. Et vu que je m'étais un peu désentraîné, on va dire, avec la fracture, etc., j'ai quand même pas mal tapé dedans au niveau du streetlifting aussi. Et donc, pour l'instant, j'ai quand même des bonnes perfs en streetlifting aussi, donc ça s'est bien revenu. Donc voilà, là, j'arrive peut-être dans un moment où je vais devoir peut-être encore peut-être remettre un peu plus de focus sur les skills, maintenir le streetlifting, être un peu moins gourmand en termes de progression, mais je vais quand même essayer d'y aller encore parce que je sens que j'ai un peu de marge sur certains lifts. Et donc voilà, vraiment mettre un peu plus de focus planche front et acheter de maintenance, streetlifting, et progresser là où je peux. Et peut-être que d'ici quelques mois, refaire l'inverse, peut-être ce qui maintenant, c'est augmenter le streetlifting. Donc voilà, je suis plus coaché, donc j'ai un peu plus de mal à redéfinir mes objectifs de nouveau. Tandis qu'avant, on avait clairement. Bah après, avant, on avait vraiment, on progressait vraiment sur les 5 plans, donc skill, streetlifting. C'est juste que là, j'arrive à un niveau où je connais un peu mon volume d'entraînement qui arrive un peu au max, on va dire. Et donc là, il va falloir faire quelques choix. Mais sachant que j'étais un peu désentraîné, je pouvais y aller vraiment sur tout. Donc voilà, c'est pas très clair comme objectif, mais c'est globalement progresser en skill et en streetlifting. Ok, splendide. Alors moi, de mon côté, eh bien, petit historique, moi, il y a un an tout pile, là, j'avais cut. J'avais bien cut. De tout début janvier à mi-avril. Après, tout l'été, c'était un long bulk. Objectif hypertrophie, mais aussi pas mal de tennis à côté. C'était monté en poids de corps jusqu'à 91 kg 0 au plus lourd. Ensuite, c'était très dur de continuer un bulk, ça mangeait beaucoup, donc j'ai mangé à ma faim là, en octobre-novembre. Et là, depuis une semaine, eh bien, ça cut à nouveau. Jusqu'où, on ne sait pas encore. Déjà là, ça va cut
un mois assez vite, puis après, certainement 2 mois plus lentement que ça, et on ne sait pas où ça m'emmènera par la suite. Pourquoi cut? Parce que de toute façon, j'arrivais plus à manger en bulk. Donc, de la première raison, voilà. En fait, quand tu te rends compte que quand tu manges à ta faim, tu perds du gras, tu te dis, bon, je signe. Aussi pour être bien fit pour le tennis, parce que ça fait énormément de tennis, ça fait 4 à 5 tennis par semaine. Chaque entraînement de tennis, c'est 1 heure de physique et 12 heures de tennis. Donc ça fait beaucoup d'activités et on est bien plus fit à 84 kg qu'à 91. Euh, Ça, j'avais remarqué il y a un an tout pile quand j'avais cut pour le tennis, donc très bien. Malgré que là, j'étais étonnamment fit, même à 90-91 kg pour le tennis. Donc je devais avoir une bonne de max de buffle, hein, en étant plutôt bien niveau cardiaque et 22 vitesse. V2 max. 22 de VO2 max. Un mec très fort au UTG. Non, pas à ce point-là. Donc, et niveau muscu aussi, pour le bulk, j'avais assez peu fait le bas du corps parce que mon bas du corps, c'est 2 fois mon haut du corps en termes d'avancement en hypertrophie. Mais par contre, j'avais beaucoup focus le dos, énormément de volume sur les tirages horizontaux notamment. Donc là, par curiosité aussi, je voulais cut pour voir là où on était. Et là, donc ça fait une semaine, ça cut. Et je suis coaché par Ronan Moisan, Ah, le collègue Ronan, qui me suit en entraînement et en nutrition. Alors, beaucoup de gens me disent, quel drôle d'idée, Morgane Nutrition, t'es nutritionniste. Pourquoi tu prends un mec pour suivre en nutrition? Déjà, pour poser le cerveau et pour dire, je passe en mode soldat, on me dit ce que je dois faire, j'applique. Parce que ça, je suis très fort pour le faire. Et aussi pour avoir un avis extérieur objectif, un consultant rationnel extérieur objectif qui, du coup, peut ajouter son opinion, ses méthodes, son propre retour, en plus de ce que moi, j'aurais réalisé pour moi-même. Et explication, j'ai encore sur des post-it qui datent d'il y a un an de ma cut, il y a un an tout pile. Écoutez bien les chiffres. Il y a un an, bon, j'avais un niveau d'activité bien plus faible que ça parce que il y avait beaucoup moins de tennis, pas trop de muscu et très peu de pas par jour. En une semaine, j'étais passé de 87,1 kg à 84,9. D'ailleurs, 84,3. Voilà, si on compare du lundi d'une semaine au lundi d'une autre. Donc 2,8 kg de perdu. Et je mangeais, allez, il y avait des jours à 1004, il y avait des jours à 2000 calories à peu près. Et là, ce qui s'est passé, mesdames, messieurs, c'est que je suis désormais à 2900 calories par jour, très haut niveau d'activité physique. Au début, j'ai dit à coach Ronan, je lui ai dit, ça fait beaucoup de nourriture. Je lui ai dit, ça fait beaucoup de nourriture, mais je te fais confiance, on va voir où ça nous mène. Mais là, vu que maintenant j'ai un niveau d'activité physique bien plus conséquent, hop, j'ouvre mon fichier poids, et ben, j'ai obtenu des résultats sur cette première semaine très proches de ce que j'ai eu il y a un an. C'est-à-dire que là, je passais de 88,1 à 85,7 en 6 jours, alors que l'année dernière, j'étais passé de 87,1 à 84,9. C'est-à-dire que là, j'ai perdu 2,4 kg. Moi, j'avais perdu 2,2 kg pour la même période de temps il y a un an, sauf que là, je mange 2900 calories. Il y a un an, je mangeais entre 1004 et 2000, 2002 peut-être. Juste là, j'ai été bien plus actif. Et encore, là, je vous ai donné les chiffres du 20 novembre au 26 novembre. Là, ce matin, je me suis pesé, j'ai fait moins 800 grammes sur la balance par rapport à hier. Ce qui fait que entre le dimanche 20 et là, le dimanche 27, j'ai perdu 3 kg 1, 3 kg 2. Donc en fait, ça perd du poids à une vitesse phénoménale alors que je mange 2900 calories par jour. Donc voilà pour la partie nutrition. On verra où ça nous mène. Voilà, ça me semblait être beaucoup de calories, 2900, mais ça perd très vite. Après, il faut se méfier parce qu'à la première semaine, on perd toujours beaucoup de poids parce qu'on perd du glycogène, peut-être du volume alimentaire dans les intestins, etc., de la rétention d'eau au global. Mais ça veut quand même dire que je suis dans un bon déficit. Et niveau entraînement, je suis sur un full body. Enfin, un full body. Plusieurs full body, hein, bien sûr. 4 full body par semaine.
mais que je fais tourner à volonté. Donc, on est en application plus sur 5 full body par semaine, a priori. Très peu de volume sur les quadriceps et les ischios. J'ai 6 séries de quadris, 6 séries d'ischio par semaine. Parce que moi, juste en marchant, je prends des jambes. Donc, ce sera fastoche pour maintenir. Et aussi, parce que vu qu'il y a beaucoup de tennis, il ne faut pas trop fatiguer mon bas du corps. Du coup, la majorité des matins, je vais à la muscu. Et tous les après-midi, du lundi au vendredi, je vais au tennis de 14 à 17 heures. Donc, beaucoup de dépenses. Focus sur quoi? Là, l'entraînement, il n'y a pas de street lifting en ce moment. Il n'y a pas de squat, de bench. C'est purement du body, quoi, de l'hypertrophie. Donc, beaucoup de machines, beaucoup de câbles et autres pour juste maximiser ce que je peux avec ma composition corporelle. Niveau complément, pour ceux que ça intéresse, on est sur oméga 3, créatine, vitamine D. C'est tout. C'est tout. J'ai commandé de la whey. Mais oméga 3, vitamine D, créatine, c'est la triade. Important. Donc même ceux qui veulent le dosage exact, 5 grammes créatine, 6 gélules d'oméga 3, ce qui fait dans les 2000 mg de PA et de DHA combinés. Et vitamine D, 1600 unités internationales par jour. Pensez à prendre votre vitamine D avec des lipides, parce que c'est une vitamine liposoluble. Donc on va voir où on arrive niveau cut. Après, ça va un peu maintenir pour les perfs au tennis. Et après, le prochain bulk, ce sera mon bulk le plus traqué, je pense. Parce que j'ai déjà fait des bulks où ça traquait, mais pas tous les jours. Je pense que si ça rebulk après, ce sera coaché pareil et ce sera un bulk bien millimétré, parce que je pense que j'ai encore la masse musculaire à gagner. Après, ce qui est compliqué, c'est que j'ai beaucoup de tennis et du tennis de façon compétitive. Donc, je ne peux pas commit totalement à faire full body, full body, c'est-à-dire totalement de la musculation, totalement du tennis, parce que le muscu, ça me rend très heureux. Mais que le tennis aussi, j'aimerais là, dans les 2-3 prochaines années, voir quel niveau compétitif je peux atteindre. Donc, c'est ça le souci. Mais quand je serai libre de faire que l'un ou que l'autre, et a priori, ce sera plutôt que muscu, plutôt que tennis, ça fera des très bons gains, je pense. Ça fera des très bons gains parce que je pense que j'ai jamais été dans une période où je peux focus que sur l'un, donc que sur la muscu, on va dire, avec le niveau de connaissance que j'ai actuellement. Parce que, évidemment, la majorité de mes gains, je les ai fait en faisant principalement que de la muscu, du street workout et autres. Mais avec mon niveau de connaissance actuel et mon expérience, je pense que j'ai encore des gains à obtenir parce que même si on fait la majorité de nos gains les 2-3 premières années, si on est dans une phase assez optimisée pour nos progrès, on peut encore faire des gains. On peut encore faire plus de gains que ce qu'on penserait si on pensait au graphique qui dirait qu'au bout de 3 ans, on a fait 90% de nos gains. Surtout que eh bien, les derniers gains que tu fais, c'est ceux qui changent le plus ton physique. Alors ça, c'est surtout vrai dans le sens perte de poids, mais c'est aussi vrai dans le sens prise de muscle. Parce que du coup, genre, tu passes de physique de lâche à physique lambda, à physique athlétique, à physique musclé. Et quand tu passes du physique musclé à physique musclé, sérieux, intéressant, même si c'est passé que 2 kilos de prise de muscle, ça fait une plus grosse différence. Et à l'inverse, quand on est en période de perte de poids, si tu passes de 22 à 18% body fat, bon, c'est bien, c'est visible sur les photos, c'est cool. Et si tu passes de 12 à 8% body fat, là, genre, tu as perdu le même, alors pas pourcentage, mais le même nombre de points de taux de masse grasse, mais t'en sors bien plus transformé. De la même façon que quand tu es en fin de contest prep, la balance, elle bouge plus trop, mais tu peux avoir quand même, quand tu compares des périodes de 2 semaines à des périodes de 2 semaines, vraiment un changement radical de ton look. Parce que quand tu perds 1 kg de graisse et qu'il reste 6 kg de graisse sur ton corps, tu as perdu 16% de ta graisse totale. Quand tu perds 1 kg de graisse alors que tu avais 20 kg de graisse sur le corps, tu as perdu 5% de ta graisse totale, ce qui fait une moins grosse différence. Surtout que le gras qui te reste, c'est le gras viscéral vraiment qui est vital pour ta santé. Et du coup, le gras que tu perds, le peu de gras que tu peux encore perdre, c'est le gras sous-cutané
qui lui fait la vraie différence. De toute façon, le gras que tu garderas entre tes organes, celui-là, il ne sera pas trop visible sur ton physique. Voilà tout. Donc mes objectifs, ça sèche. Muscu très sérieux en ce moment, très sérieux sur le tracking alimentaire, très sérieux sur le complément, très sérieux sur sommeil. Là, j'étais un peu malade cette semaine, mais j'ai pu faire quand même des bonnes séances. Voilà tout. Puis ça s'entraîne toujours beaucoup en tennis. Le tennis progresse. Là, je suis désormais 15-3. C'est pas un classement phénoménal, mais c'est mon meilleur classement en carrière actuelle. À mon dernier tournoi, je suis pas au 5e tour. Voilà pour les objectifs sportifs. Ça sonne bien. Alors, on a 50 minutes de podcast, on va encore prendre une question ou deux. Quelqu'un nous demande vos pensées sur le final rep, vos objectifs actuels, dernière étude intéressante. Alors, vos objectifs actuels, on en a parlé à l'instant, donc on va garder ces deux interrogations que sont qu'est-ce qu'on a pensé de la compétition final rep et si il y a des études récentes qui sont sorties qui nous l'ont interloqué et qu'on aimerait partager. Final rep, tout d'abord Alexandre. Qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Oui, non? Yes. Comment, pourquoi? Donc, c'est la compétition qui a été organisée par notre ami Tonio Z. Tonio Z. Donc, un streetlifter allemand, coach, un beau bébé, très très fort, une pointure dans le domaine. Le Final Rep, je crois que c'est pas la première édition, hein. C'est une compétition qui a eu en Allemagne, il y a eu déjà plusieurs éditions. Et donc, je pense qu'on a été pas mal au courant de l'actualité parce qu'il y a eu pas mal de francophones qui ont été participés à cette compétition. Et je pense qu'elle était particulière parce qu'il y a eu un petit débat avec. Parce qu'il y a eu le débat entre le fait de devoir monétiser plus la compétition et contrôler davantage le dopage. Et donc, c'était un peu deux topics qui sont sortis un peu en dehors de la compétition. Donc, je ne sais pas si tu voulais mentionner ça ou si tu voulais juste parler un peu des performances qui ont eu lieu lors de la compétition, des performances des athlètes français. Donc, voilà. Au niveau des athlètes, je pense qu'il y a un des coachés de Morgan qui a été, et Étienne. Étienne. Et moi, j'ai vu quand même pas mal de Français qui ont été, hein. Il y a des deux Belges, Albert et Beer Workout, qui est justement passé sur le podcast. Et voilà, il y a eu pas mal de petits PR. Et je pense qu'au niveau de l'élite, c'est Baki qui a remporté la compète, il me semble, sans avoir vraiment explosé par rapport à ce qu'il a pu faire avant. Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu de records mondiaux qui ont été battus au Final Rep. Mais ça a été bien jugé, je pense. Et donc, voilà. Un truc qui était très bien déjà, c'était que le stream était bien. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il y a sur les compétitions continentales et mondiales, on va dire, de powerlifting et qu'on n'a jamais en streetlifting. Là, il y avait réellement un stream qui était commenté par qui? C'était peut-être. Artenio. C'était Tonio, et peut-être il devait être à chaque fois des intervenants variables. Il y avait peut-être Mika, ou il n'y avait pas les camarades de chez Stenix, non, je sais plus. Ils étaient juges de Nice, j'ai vu Ah qu'ils oui. jugeaient, mais je crois que c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui commentait le stream en même temps que Tony. J'ai pas tout suivi, j'ai regardé parfois l'équipe par-ci par-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool pour la visibilité et pour faire à moitié semblant qu'on est un sport professionnel. Mais c'est ce qu'il essaye de faire, hein, justement. Mais... Ouais, non, c'était bien fait. Donc je pense que dans les prochains mois, prochaines années, le streetlifting bénéficierait, profiterait d'essayer de se coller un petit peu à ce que font les powerlifters. Il y a eu des bons athlètes, les Français sont forts. Petite expérience personnelle, moi j'ai coaché Étienne Sahel, qui était en moins de 66. Il nous a fait quoi? J'arrive pas à retrouver son débrief de mythe. Où est-il? Je crois qu'il a dû nous faire un squat à 170 ou 175. Il a dû dipser 90 ou 95. Traction, il a dû tractionner 45-50. Et muscle up 12-5, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne retrouve plus son récap de mythe. Là, j'ai plus les données.
Et ce qui était marrant, c'est que déjà, bon, c'était une prep vraiment courte, parce que genre, il rentrait de vacances et on a eu un mois pour pic, donc je lui ai fait bouffer plein de singles à une haute fréquence pour maximiser la spécificité pour sur le court terme, essayer de tirer tout ce qu'on pouvait. Et il a eu une ceinture, mais ceinture de merde, hein, ceinture de force. C'était pas une SBD ou c'était pas une marque reconnue ou quoi que ce soit. Une Décathlon, une Quechua. Oui, je crois que c'est des Decathlon, peut-être autre chose. Désolé Decathlon. Euh... il a eu 3 semaines avant la compète et il a pris, je crois, 15 kilos sur le squat, quoi, sans rien faire. Et encore, je crois qu'il a raté son 3e squat, mais, mais je pense qu'il aurait peut-être pu mettre plus lourd au 2e. En gros, genre, il aurait pu faire encore mieux alors qu'il a déjà sorti une très belle paire. Il a pris beaucoup de kilos grâce à la ceinture en peu de temps, donc c'était marrant. Petit débat là-dessus, moi je serais plutôt partisan pour le lifting d'être le moins équipé possible, parce que c'est ce qui fait que c'est un sport accessible. Déjà, de par les origines historiques du street workout, qui était réellement un sport qui se faisait en mode stand dans le métro, des tractions sur les jeux pour enfants et des drapeaux sur les arrêts de bus. Et aussi, même d'un point de vue économique, en fait, s'il faut acheter une paire de chaussures d'haltéro, une ceinture à 200 balles et des genouillères pour être compétitif au squat, je trouve que c'est assez éloigné de comment dire, de l'état d'esprit très accessible initialement du street workout et du street lifting. J'ai pas suivi ce qui était affaire de potentiel dopage et autres là dont tu as parlé. Parce qu'en fait, moi, grosso modo, le street lifting, je le pratique pour mon loisir, mais je suis pas tellement la scène. Parce que, bon, on l'a dit plusieurs fois sur le podcast, même les athlètes forts, bon, ça commence à être un peu le cas, mais même les athlètes forts, ils pourraient encore mieux s'entraîner. Donc, je trouve pas ça très intéressant qu'ils me partagent leur training. Il ferait mieux de me suivre, en fait. Ils apprendraient davantage de choses, c'est enfoiré. Il ferait mieux d'écouter le Case Unique Science podcast et de suivre Morgan Nutrition sur Instagram. Non, mais ça m'intéresse pas trop de voir, enfin, de suivre comme sport le streetlifting. Pour cette raison-là, et aussi parce que, au vu de mes perfs, je compte pas moi-même faire de compétition ou quoi que ce soit. Parce que je considère que je serais pas très compétitif sur mon dips. Bon, mais c'est la traction squat, ouais, peut-être. Mais je pense que j'ai des limitations génétiques, hein, sans avoir un locus de contrôle externe, je crois que c'est ça le terme. C'est-à-dire sans me dire, ah non, je suis limité par la génétique, je pense que j'ai quand même un potentiel insuffisant pour être réellement compétitif. Donc, je suis assez peu les compètes, je suis assez peu les athlètes. Euh, donc, c'est tout ce que je peux dire de Final Rap. Plutôt bien organisé, je dirais. Plutôt bien jugé. Très cool le stream. La ceinture est un cheat code. Et les Français sont forts. C'est les 4 conclusions que j'ai sur Final Rap. Ouais. Ah, moi, je suivais un petit peu plus la compétition. Je dirais pas, peut-être pas le live, j'ai pas regardé le live en entier, j'ai regardé par passage. Et j'ai suivi un peu plus la prépa de certains athlètes que je suis sur Instagram et que je connais. Donc, par exemple, au niveau francophone, il y a Team DOS Calisthenics qui est justement venu sur le podcast. Ouais. Et il a pas mal montré sa prépa. Moi, comme Morgan, je m'estime pas avoir non plus la meilleure génétique pour participer en streetlifting. J'ai pas mal d'objectifs concurrentiels, mais j'ai quand même tenté l'expérience de compétitionner. Et voilà, même hormis le fait de vouloir taper des podiums ou quoi, je l'ai fait pour me battre moi-même. Et je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose que je réenvisage éventuellement. Peut-être pas à court terme, mais j'envisagerais aussi de toujours compétitionner un peu parce que voilà, je trouve la préparation très, très intéressante quand même, même si on va jamais taper des records mondiaux ou gagner quoi que ce soit. Bah, de se donner une échéance un jour J et aller faire mieux, c'est quand même cool. Voilà, même il y a plein de powerlifters qui n'ont pas des niveaux pour faire des niveaux élite ou taper des records de France, mais ils vont quand même faire des championnats régionaux, etc. Et peut-être que le streetlifting va se développer un peu plus là-dedans.
des compétitions locales qui prennent part et ça peut toujours être chouette d'y aller, rencontrer du monde et se battre, quoi. Donc, je pense que voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis hormis ça, c'est la progression, toute la science de l'entraînement pour aller chercher des PR sur ces 3 mouvements, 4 mouvements qui sont plus, qui sont moins documentés, on va dire, que le power. Et à titre personnel, c'est comment les combiner avec les skills. Et donc là, ça rend tout le truc plus cool. Et puis la force, c'est chouette, quoi. Donc voilà. Et pour la prépa, donc j'ai vu Tim. Il a pas mal documenté sa prépa. Je pense qu'il a bien performé. Je crois qu'il a aussi explosé sur le squat. Il a pas mal explosé sur le squat. Le dips, il était très bon aussi. Je crois qu'il a fait un 110. En squat, je crois qu'il a fait 170 alors qu'il venait d'un squat de 140, je crois, avant. Donc il a quand même fait un beau PR. La pull-up, je pense qu'il avait aussi un gros point faible, mais il a quand même bien géré. Et un bon muscle-up aussi. Voilà, je ne saurais pas vous dire les perfs exacts. J'ai pu aussi suivre Mathieu HTZ. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est très très fort sur Instagram. Il était pas mal. Je crois qu'il avait une grosse blessure. Il s'est fait coacher par Stenix. Il a commencé quand j'ai arrêté, je pense, avec eux. Et, et donc, ouais, j'ai quand même suivi pas mal sa préparation. En plus, je suis sur le Discord de Stenix et ils ont illustré un peu sa prépa avec des exemples. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous êtes curieux pour avoir un bon contenu au niveau de la science, de la calisthénie ou quoi aussi, enfin, avoir un bon contenu de référence, je vous invite à rejoindre le Discord de Stenix. Vraiment très qualitatif. Pas mal de super informations, un peu dans notre style, mais en anglais. Et donc, c'est vraiment très bien. Et donc, ils ont détaillé un peu sa prépa. Et donc, moi, je suis vraiment curieux. J'adore vraiment regarder un peu comment on arrive d'un point A à un point B. Et puis voilà. Après, il y a toujours plein de facteurs le jour J dans une échéance. Et, euh, et après, ouais, il y avait tous les autres athlètes qui ont pu documenter leur prépa. J'ai suivi un peu la prépa des Belges, hein, Albert, justement, qui était le seul à compétitionner sans chaussures, sans ceinture pour le squat. Il a fait tout nu, tout le monde. Il rigolait bien et il a quand même tapé un squat à 200, je pense. Très, très solide, Albert, hein, il expose en streetlifting. Et Gwen qui a aussi très bien géré aussi. Donc voilà, je crois qu'il a tapé la traction à 80-85, je pense donc il a PR et donc le reste c'est bien. Et puis voilà, il y a toujours les brutes, hein, il y a Baki et tout, donc qui sont très forts, Théo. Donc ouais, niveau France, ça y va. Donc ouais, je vous invite à aller voir. Et puis il y avait le débat un peu, voilà, est-ce que si on met un cash price plus important, il risque pas d'y avoir un peu plus de mecs qui viennent se doper, sachant que c'est pas contrôlé. Est-ce qu'on doit contrôler un peu plus le dopage? Et voilà, c'est un peu les débats qu'il y a eu après la compète. J'entendais les Allemands qui parlaient de ça. Il y a un mec qui a interviewé Tonio aussi, qui a discuté de ça avec lui. Et donc voilà, c'est aussi une question qui se pose. Mais en tout cas, voilà, c'est des événements qui prennent part et qui se développent un peu plus de manière locale. En Belgique, on commence déjà à avoir 2 compètes. En France, si on suit l'agenda de la SWCF, donc Street Workout Calisthenics Federation, je crois que c'est une petite page Instagram et ils montrent un peu chaque compète qui se font. Donc voilà, quasiment toute l'année maintenant il y a des échéances, donc faut pas hésiter à sélectionner quelque chose, à aller compétitionner par rapport à votre niveau. Et si vous êtes fort, à essayer de battre des records. Donc voilà. Alors, ensuite, on nous demandait dernières études intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu du contenu qui est paru récemment, qui nous a moustillé? Euh, non, j'ai rien en tête particulier. Il n'y a pas eu. Peut-être il y a un truc qui va me revenir, genre exactement 15 minutes après le podcast. Mais non, genre, il n'y a pas eu une grosse méta-analyse qui est sortie. Il Moi n'y a je pense à pas deux eu trucs. des résultats prometteurs sur un complément un peu nouveau. Il n'y a pas eu des trouvailles assez extraordinaires qui ont créé le débat dans la communauté evidence-based. Non, rien de particulier qui me vient en tête. Ouais. Non. Bah, si ça me revient, je le marquerai en description du podcast. Mais non, ces dernières semaines, même dernier mois, rien.
rien de particulier. Là, je suis un peu dans l'humeur blasée de divertissez-moi en me faisant croire qu'un complément qui ne fonctionne pas, comment fonctionne. Ouais. Moi, j'ai l'impression que justement, ces derniers temps, il y a pas mal d'études ou quoi qui ont reconfirmé des trucs pas trop exceptionnels, quoi. Donc, finalement, il n'y avait rien de fou. Par exemple, l'apport optimal de prot, finalement, il n'est pas si haut que ça qu'on en a besoin. Donc ça rendait des choses un peu moins sexy. Je pense qu'il y a aussi des compléments alimentaires qui mettent un peu des bunks et qui sont moins intéressants, moins prometteurs. Après, je pense qu'il y a deux, trois études que moi j'ai pu observer qui m'intéressent et que ça pourrait être intéressant d'aller voir un peu ce qui va se faire là-dessus. Il y en a une qui était déjà évidente, hein. C'était par exemple la combinaison de l'entraînement à longueur en amplitude complète et partielle. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur quasiment Ouais. tous les, tous les trucs evidence-based. Et donc, ouais, ça confirme que voilà, s'entraîner à longueur musculaire plus grande pourrait être plus intéressant qu'en amplitude complète, et combiner les deux peut être aussi très intéressant. Donc ça a quand même été pas mal prouvé. Donc vraiment à l'heure actuelle, on pourrait se dire ok, là ça peut valoir vraiment le coup d'implémenter ça. Et l'entraînement bicotidien, j'en ai déjà parlé 2-3 fois, et il y avait des études qui avaient été montrées il y a quelques temps, et il y en a une récente qui avait été très bien aussi. Donc moi, je suis vraiment, je serais curieux de voir un peu plus sur le sujet. Donc, entraînement bicotidien, amplitude complète, et le reste, c'était plus, ok, on a démonté des trucs qui sont pas vraiment pertinents, quoi. Ouais, pareil. Alors, assez intéressant ce qui se dit. Alors, pas juste même, pas simplement les études qui sortent, mais aussi surtout les débats de comment la communauté evidence-based comment dire, interprète ça, comme tu as dit, sur l'entraînement à courte longueur, à longue longueur, c'est-à-dire est-ce que c'est mieux d'entraîner un groupe musculaire sur une amplitude, on va dire, d'étirement, sur une amplitude de contraction, tiens, prenons les biceps. Est-ce que du curl incliné, donc qui étirerait un petit peu plus les biceps, c'est plus productif qu'un spider curl, un mouvement qui solliciterait les biceps plutôt dans leur partie la plus raccourcie possible, parce qu'il y a la flexion d'épaule. Bon, grosso modo, ce qu'on sait, c'est plutôt que à n'en garder qu'un seul, ce serait plutôt les mouvements qui sollicitent les groupes musculaires dans leur amplitude d'étirement. Et c'est un débat qui est aussi accouplé avec la réflexion sur les amplitudes complètes versus les amplitudes partielles. Et en fait, on découvre que certainement que la raison pour laquelle les amplitudes complètes, quasiment la majorité du temps, en fait, genre, c'est toujours supérieur à des amplitudes partielles, ou alors c'est identique, dans certains cas, c'est jamais inférieur. La raison pour laquelle c'est le cas, enfin, si j'ai une étude en tête, on va exclure celle-là. C'est sur des squales crocheurs. On commence à se rendre compte que la raison pour laquelle, la plupart du temps, on va dire ça, les amplitudes complètes sont supérieures aux amplitudes partielles, c'est sûrement juste parce que ça expose un groupe musculaire à une amplitude davantage étirée que l'amplitude partielle uniquement. Et du coup, en fait, si on comparerait une amplitude partielle, alors disons les 30 degrés les plus étirés d'un mouvement, aux 45 degrés les plus contractés, ça ce serait intéressant, parce qu'en fait, ça posera la question de quel est le plus important, travailler un groupe musculaire dans un angle articulaire grand, c'est-à-dire comment dire, réaliser beaucoup de distance dans le mouvement, donc avoir d'amplitude, ou est-ce que le plus important, c'est d'avoir de l'amplitude dans la partie la plus étirée? Et du coup, ça, c'est une question à laquelle il faudrait répondre, parce qu'on se rend compte que le plus important, ça, ils avaient fait ça, Brad Schoenfeld, je crois, je sais pas si c'est juste lui qui avait fait une publication dessus, ou si c'est lui qui avait réellement pratiqué, enfin, été parmi les chercheurs. Ils avaient fait ça sur le leg extension. Ils avaient comparé des amplitudes partielles de leg extension, je crois qu'ils faisaient 30 degrés d'extension de genou, que des amplitudes partielles. Sur les 30 degrés les plus bas, puis les 30 degrés au-dessus, puis 30 degrés un peu plus haut. Donc en fait, ils faisaient des partiels moyens, des partiels hauts, des partiels bas. Et c'était le groupe partiel bas qui avait pris le plus de muscles, ce qui indique que ce qui va dans la direction de les mouvements plutôt, disons, à tension d'étirement, même si ce terme est un peu un abus de langage, hein,
les exos à tension étirement sont plus productifs pour l'hypertrophie que les exos qui sollicitent des groupes musculaires à une longueur plus courte, donc davantage dans une région contractée. Et donc ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il y a différents débats de quel est le plus important, travailler un groupe musculaire sur une amplitude étirée, faire une amplitude complète. Est-ce que par moment, c'est mieux de faire une amplitude entre guillemets active, une amplitude légèrement partielle pour ne pas perdre l'attention sur un certain groupe musculaire? Et ça, en fait, ça relève vachement de l'interprétation, plus que vraiment des données, parce que comme j'ai dit, les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'était plutôt comparons une amplitude complète à une amplitude partielle, mais amplitude partielle étant juste certainement, le premier temps, l'amplitude la plus au centre de notre amplitude complète. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt, est-ce que si on garde que le partiel le plus étiré, on a quand même la majorité des gains ou pas? Bah, Ou ça a alors été si fait. on Hein. met du partiel, ou alors si genre notre amplitude partielle en zone étirée, elle est même exclue, enfin genre dans un autre degré articulaire, comme j'ai dit plus tôt, que si on faisait le reste de l'amplitude, donc plus de distance peut-être, mais davantage orienté côté zone de contraction d'amplitude où le muscle est davantage raccourci. Amplitude de tension-contraction, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment des études parues récemment, c'est plutôt des débats qui paraissent sur le net. Ça. Ouais, mais ça a été quand même fait, hein, qu'ils ont comparé, par exemple, allez, on va dire, tu compares 3 pistes, tu compares la piste en position raccourcie, la piste en position étirée sur peut-être les 15 ou 30 derniers degrés et sur l'amplitude. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas calculé sur peut-être une partie on va dire peut-être les 45 derniers degrés, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et ça, voilà, peut-être qu'il y a encore besoin d'un peu plus d'exploration là-dessus. Mais je pense que justement, il y a eu quand même quelques études récentes qui ont été faites sur le truc et que ça montre quand même que les pistes de fin d'amplitude étirement sont vraiment intéressantes ou peuvent être intéressantes, sont prometteuses. Et après, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout en pratique, comment est-ce qu'on va faire. Et je pense que ça mange pas trop de pain d'une fois qu'on a quand même travaillé sur des mouvements, on va dire, d'isolation en amplitude complète, bah, c'est de dire, OK, là, je vais faire un petit cycle, je vais incorporer un petit mouvement en amplitude en position longue. Et donc, ça peut, voilà, comme ça pourrait être intéressant juste de se dire, OK, bah, je vais mettre du cœur incliné, incliné à la poulie. Puis je vais faire des élévations latérales, mais en amplitude, juste la portion basse, mais en mettant beaucoup plus lourd. Je vais faire une pause en bas avec le câble étiré de mon tirage à une main. Je vais laisser un peu le dorsal se stretcher. Je vais m'incliner vers l'arrière pour mes leg extensions. Je vais faire du Romanian deadlift. Donc, voilà, c'est des choses un peu OK en pratique, comment est-ce qu'on va faire ce truc-là et voilà, c'est quand même pertinent de faire ça, quoi. Tout à fait. Donc voilà, rien de nouveau sous le Ouais, soleil, mais rien de révolutionnaire, quoi. rien de révolutionnaire comme souvent, mais plutôt des nuances qui se profilent, plutôt des détails qui s'ajoutent. Et puis c'est après à interpréter en faisant un mix de toutes les connaissances qu'on a jusque-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un peu comme ils font dans Stronger by Science, un petit compartiment du podcast de on a vu ça, il y a ça qui est paru. Oui, non, notre interprétation dessus. Ouais, c'est vrai que ça peut être chouette. Et la personne qui nous a posé cette question est certainement un auditeur du Stronger by Science podcast, dont nous sommes la version Wish. Yes, je pense qu'on avait pas mal Alors, d'autres questions, mais on peut les on n'a garder pas pour l'autre question. Moi, je perds un peu ma voix, je suis malade. Alors, il nous reste 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, parce que là, les questions qui nous restent, ça nous fera un podcast à peu près la même durée de ce qu'on a fait. Ok. Mais très, très intéressant. Vous nous avez régalé de vos questions. Hein. Ouais, c'était vraiment c'était cool. On vous conclura la FAQ sur un autre podcast pour garder toute notre tête et surtout toute ma voix. Là, je suis malade, je fais l'effort cognitif d'essayer de tenir des propos cohérents. Espérons que ça fonctionne.
et que j'ai été clair jusque-là. Ouais, on vous tourne ça très bientôt, comme ça au moins vous aurez même de podcasts un peu plus rapprochés. Merci de nous avoir suivis jusque-là en 1h15 de podcast. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait aussi long, je crois, dans les podcasts récents. Moi, j'enchaîne 2 podcasts d'1h30 là. Ah oui, non, je voulais dire sur les podcasts collab. Sur les podcasts ensemble, ouais, c'est vrai que ça Moi, se voit. je les enregistre sur Anchor et c'est limité à 30 minutes, je crois. Donc tant mieux pour nos éditeurs Ouais, au moins c'est concis, ça speed. et moins concentrés. Plus souvent, juste pour un sujet nutritionnel, sans que ce soit un grand sujet, mais plutôt que ce soit un quick tips pratique en citant une ou deux recherches, 30 minutes, ça fonctionne. Je voulais en faire un en début de semaine d'ailleurs, mais là, comme je disais en off à Alexandre, on a peut-être trouvé un moyen d'améliorer légèrement la qualité du podcast et je voulais régler ça d'abord. À bientôt, chers auditeurs du Calisthenics Science Podcast. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Euh, on a refait un peu de critique de ma routine et c'était pas toujours très clair. Donc n'hésitez pas à checker dans la description ou à checker à l'écran la routine en question pour y voir plus clair si c'est encore flou. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. C'était le duo du Calisthenics Science Podcast pour le 49e épisode. À bientôt, guys. Et on espère que vous avez acquis les points de QI. À bientôt, l'équipage. Au revoir.